stronger than men. John, for God's sake, you Johnny, you mad? What, some kind of psychopath? Welch redevient sérieux et nous donne des explications sur les classes en lesquelles les voitures de rallycross sont divisées. Well, it's basically in Formula A, anything goes. You're allowed, as long as the silhouette of the car stays the same and the engine is the same number of cylinders, fits in the hole, you've got a fairly free hand. We've gone the turbocharged four-wheel drive route. We've got a basic Manta 400 engine with a very large turbocharger off of one of the BMW Formula 1 cars. It then follows through into a very large intercooler which cools all the air down and forces it through the injection system into the engine, and basically the more that you turn the wick up, the quicker it goes. There's variations of this, but basically that is how a turbocharged engine works. We've then got a very sophisticated four-wheel drive system on the car, which we can alter the bias front to back, and that happens very easy from, if I can show you inside the cockpit. There's a little lever which is just here. When you push it forward, you have 50% four-wheel drive on the front, and when you pull it back, you have 25% four-wheel drive. Very sophisticated X-Track system. The whole car is built around the roll cage to give it strength, stability, and hang all the Kevlar panels, which most of the rallycross cars have got. The back of the cars are all fairly simple. In these ones, we've just carried the radiator, fuel pumps, very large tank for the oil, and an oil cooler. Really, you've got to put the stuff wherever it fits because there's no room in the front. A lot of these type of cars in Formula A actually carry the radiator in the back of the car. For that, you'll find there's a different weight balance, but really it's to get the balance of the car and use the room that you've got effectively. If we then carry on to one of the other cars in Formula A, then we'll show what the difference is. But basically, this is one of the cars which was made by the manufacturers of an original batch of 200 is what they had to make for the World Championship rallying. Very sophisticated motor cars and very, very effective. As you can see in the front of this one, we've got the radiator, we've got the cooling fans and oil tanks, the balance bar for the adjustable braking. If we go to the back of the car, then we'll see the main difference. What you've got in the back is a purpose-built racing engine. It's V6. This one is 3 litres, and they vary as high as, say, Steve Palmer's, which I believe is up to 3.9 litres. They give about 480 brake horsepower, which with tremendous response. That is the advantage. You've got loads of torque, tremendous response. They were built to slightly different regulations to the other cars, which they run a homologation in about a year's time. But as you can see, the complete last half of the car is all engine and transmission. Again, it's four-wheel drive, very, very sophisticated little motor car. Les supercars du groupe B ne rouleront plus en rallycross. À partir de 1993, il n'y aura plus que des châssis du groupe A. Elles nous ont néanmoins laissé de beaux souvenirs, comme en témoigne cette lutte à Leiden entre le champion d'Angleterre 1990 Steve Palmer et Rob Gibson, avec qui nous roulons. Gibson est bien parti, et bien qu'il n'ait pas fait de warm-up, ce qui est étrange. Rob avait la pole, qui n'était pas la meilleure place, parce que le pilote à l'extérieur est celui qui va prendre la tête. Une fois de plus, les deux premières positions se sont inversées. Une fois de plus, Rob Gibson n'a pas su profiter de sa pole position. Il n'a pas fait de warm-up, le départ a été retardé. On a attendu parce que Peter Harold avait des problèmes. Ils ont attendu tellement longtemps que les pneus se sont refroidis. Et par conséquent, il n'y a pas eu un warm-up, mais Gibson ne l'a pas complété. Voyons ce dont il est capable. Il est bien deuxième, je crois. Oui, c'est bien ça. On peut voir l'écart entre lui et Palmer. Steve Palmer, ancien champion à Leiden et champion d'Angleterre 1990. Le champion du Sherwood British Open 1990, suivi de près par Rob Gibson. Rob Gibson est un véritable artiste de rallycross. Il n'arrête jamais d'essayer, il a du caractère et de la détermination. Il a beaucoup de fans en Europe, parmi eux sa femme, Shirley. Palmer quitte presque la route en prenant l'extérieur du virage. Gibson tente de le dépasser. Il ne lâche pas Palmer d'une semelle.
Mais c'est Steve qui mène la course. Ils négocient la chicane ensemble. Regardez, c'est là qu'il va essayer. Rob le dépasse à l'intérieur. Steve Palmer est à l'extérieur, mais conserve néanmoins sa position. Rob Gibson essaye de dépasser Palmer, mais Palmer ferme la porte, tout comme Gibson l'a fermé tant de fois à ses anciens rivaux. Steve pourrait très bien suivre différentes lignes sur ce parcours pour empêcher Gibson de le dépasser. Si un coureur garde la même ligne, un autre coureur peut le suivre de près et calculer où il va dépasser. Mais si le coureur suit différentes lignes, il est impossible de savoir ce qu'il va faire et donc de le dépasser. Voilà qu'ils arrivent. Gibson réduit l'écart et tente à nouveau de dépasser Palmer. Il l'a dépassé. Ah non. Ah, j'en étais pourtant certain. Ah, il a fait une petite erreur et c'est Palmer qui reprend l'avantage. Ah, quelle lutte! Et Steve se dirige vers la ligne d'arrivée. Et c'est Steve Palmer qui gagne de justesse. La classe suivante est la Formule B. Que des tractions à 2 roues et pas de turbocompresseur. All right, John, we've now moved across to another Formula car, Formula B car. This is the Astra 16 valve of Tony Bardi. Take us through this one. Well, obviously, Tony's the class leader in Formula B. What he's using is the Vauxhall 16-valve engine. To be eligible for Formula B, the injection has to be off, and it runs on a pair of carburetors. Virtually anything goes in this formula, as long as the engine fits in the hole. It's front-wheel drive, very special, again, gearboxes. The radiators sit in the front. The whole car has a lot of weight in the front of the car to try and get weight over the front wheels to give it traction off the line. The disadvantage of this car is that on the circuit it's probably the fastest in lap times, but off the line for the first 20 yards it hasn't quite got the traction of the rear-wheel drive cars that we'll come to. And that is absolutely vital, isn't it, at the start? That's what's vital, that's what makes exciting racing. Tony normally has to start from first, second or third, maybe lower down in a race and work his way forward. All right, John, we've now moved from the Astra to Roger Newbold's car, the Renault Ford. Now, tell us how different this car is. Well, basically, Roger's car is based on the little Renault 5 Turbo. What he's done very cleverly is taken the engine out of the Cosworth Sierra, done away with the turbocharging and put it on carburetors to make it eligible for the class. And it all sits on, effectively, a Hewland gearbox with the suspension coming off, very similar to all the single-seaters that are going around. But basically, Roger has a lot of traction in this car. The engine is 2.4, 2,400cc, and it has a lot of torque. So basically, Roger uses the torque to his main advantage. Very quick off the line, without a doubt. Very quick in a straight line, but probably not so nimble as Tony's, but it leads for cracking racing. Staying now with Formula B and our third different type of car. This is the Brian Betteridge Escort. Tell us about this one. Brian's car is always very nicely prepared. It's a credit to see. What Brian has done is taken a front-wheel drive Mark III Escort and converted it through people like Gartrack Fabrications in Godalming and converted it to rear-wheel drive. It's very, very similar to the old Mark II Escort layout. Everything is tremendously reliable, ever so nice, delightful to drive actually. In the front we have a 2-litre, maybe 2.2, I don't know what CC Brian is, BDA engine, which is probably the best little racing engine in Rallycross and ever so reliable, very, very good. Exactly the same as the other cars in the class. It's on the pair of carburetors and probably produces something in the region of about 260, 270 brake horsepower. Very fun to drive these cars. Pendant des années, Newbold et Bardi se sont battus pour le titre. Ici, ils s'affrontent à Mondello Park en Irlande. C'est le pilote à l'extérieur qu'il faut tenir à l'œil. Tony Bardi avec sa Vauxhall rate son départ et est deuxième. Une fois de plus, Tony s'est fait dépasser lors du départ. Et une fois de plus, Roger Newbold est en tête de la course. Brian est troisième et Proctus, qui a pris un excellent départ, quatrième. Il se plaît ici à Mondello. Mantel avec la nouvelle Escort 3 est cinquième. Mais Roger Newbold mène la course. Est-ce que Tony Bardi pourra le dépasser et prendre la tête ? Tony qui, avec sa Vauxhall, a une fois de plus raté son départ. Tony nous a expliqué pourquoi cette voiture est moins rapide que la Stanley qui court en groupe A en Europe. C'est parce que le volant ne se trouve pas à la même place. Si la masse est montée à droite, impossible de la diriger.
Avec une voiture ayant le volant à droite, un bon départ devient plus difficile. C'est une théorie intéressante, n'empêche qu'il est très rapide. Et Tony Bardi s'est placé juste derrière Roger Newbold. And behind him then it's number 4, Tony Parker. And Marty's going to go for it. Marty's having a go at Noble, but doesn't get it. Ah, une fois de plus, ces deux pilotes anglais dominent la Formule B. La catégorie des tractions 2 roues et Tony passe par l'intérieur et oui, il l'a dépassé par l'intérieur. Est-ce que Roger peut riposter? Ah, Roger a trop suivi l'extérieur du dernier virage et Tony en a profité pour dépasser et Proctus fait un tête à queue. Ah, tous ces efforts pour rien car il repart en dernière position. Tony Bardi prenant de l'avance sur Roger Newbold. Et Tony Bardi en route vers sa première victoire en Formule B cette année. Le champion en titre, voilà Mantel, qui se trouve juste derrière Brian Betteridge. Ah, regardez, Tony Bardi a allumé ses essuie-glaces. Il a plu un peu au début de l'après-midi ici à Mondello. Il n'a pas trop plu jusqu'à présent, mais une tempête s'annonce. C'est un moment critique pour Tony, il pleut assez fort maintenant. Ils sont certainement partis sur des pneus slicks. Ah, Roger se frotterait les mains si le circuit devenait glissant. Bien que la traction avant de la voiture de Tony fonctionne bien. Et Tony gagne la course. Il a le maximum de points en Formule B. All right, John, we've now moved across to Formula C. We're with the John Milner Peugeot 205. Now, this is for cars up to 1600cc. How about this one as a road car? I wouldn't mind one of these as a road car. It's obviously based on the 205 Peugeot road car and the very successful Group A 205 rally car. Immaculately prepared, as most of the cars in the class. There's not a lot you can say. Everything on the engine is very, very fractionally different, but based on the road car. Again, 1600cc, it has the carburetors, close ratio gearbox kit. That's just an oil backup system to keep pressure up, very similar to a dry sump system. Really, engine over the wheels again, loads of traction, very, very fast, and the absolute top of the development. I don't think if John really had to think about it within the class regulations, there's not very much that he could do. Everything is as near perfect as you could make one of these cars. Well, we'll stay with Formula C, John, but this time we're with a 30-year-old design of car. This is the Ian Samworth Mini. Yeah, Ian's taken this Mini, and as with the spirit of Rallycross, he's started out at the bottom. He's kept the Mini in its original guise. It's still front-wheel drive. He's squeezed the engine up to 1530cc. It's on a single carburetor, ever so light. Everything is off the car that possibly can be off the car. It embarrasses some of the more modern cars, but that's the advantage of Rallycross. You can come into the sport, build a car, stay with it over the years and work your way up through the classes. En 1990, le jeune Johnny Milner fut l'homme à battre en Formule C. En 1991, il misa déjà tout sur le championnat national. On le voit en pleine action ici sur le circuit de Cadwell Park. S'il gagne cette course, il a déjà 5 points de qualification. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse le priver du titre. Second les 2 dernières années, tout porte à croire que cette fois sera la bonne pour le prodige de Des O'Dell. Il se donne à fond. Car seuls les plus rapides des finales A peuvent participer à la super finale que John aimerait tant disputer. Car c'est un circuit magnifique et John doit se dire qu'un bon résultat n'est pas impossible. Il mène la course et Ian Samworth est deuxième. On peut voir Chris Bellamy, vainqueur de la finale B, il a gagné une place. Samworth est deuxième, ensuite Cooks, Rowley quatrième et Clark cinquième. Peter Dalton 6e, Chris Bellamy 7e, David Noland 8e. Ah, quel mélange de voitures, une Peugeot, une Mini, une Métro. Derrière la Métro, une autre Mini. Et ensuite des Talbot. Aucune ne peut cependant rivaliser avec celle de John Milner.
Et vous l'aurez peut-être déjà constaté, pas de Vauxhall Nova en Formule C, à part celle qu'on a déjà vue lors du Challenge. Il n'y avait qu'une seule Nova, et c'était celle de Steve Bogg, mais elle était en panne de moteur ce matin et n'a donc pas pris le départ. Personne ne peut se mesurer avec Johnny Milner. Depuis l'invention de la Formule Ford, les séries d'une seule marque constituent la base du sport automobile. Et en 1990, Vauxhall a introduit le concept en rallycross. It's the same as Formula C. We've kept it like that, so if you don't want the Nova Challenge, you can go over to one of the other classes. It runs on the carburetors. It's the 1.6 Vauxhall engine, very, very reliable, out of the GTE. Group A exhaust systems on it, and everything that you see on the car is very simple. The standard shock absorbers that you have to fit, there's a special springs you have to fit. Very nearly every component is thought out for you. You don't have to know what you're doing. You can buy the parts and bolt them on, and you won't be very, very far off the pace. Most of the engines are around about the 150 brake horsepower limit. Some maybe have 155. If you look at the rest of the car, you'll find that it's all standard panels. Nothing is complicated. It can all be built in the workshop at home. The idea of it is to provide a cheap way into racing, but with very nice cars. Every one of the championships very nicely produced. They're all front-wheel drive. They're on standard production tyres. You can only make one type of tyre, one type of wheel, and really, it's a cracking way to start rallycross. Suzy Brailsford a non seulement apporté une touche de glamour au Rallycross Challenge, mais elle sait également courir et gagner. La voici sur le circuit de Swindon. La Texaco est bien partie. Suzy est en tête. Sur les virages qui sont très durs ici à Swindon. Derrière elle, on voit ses poursuivants se battre entre eux. Mais ils ne sont pas assez près pour la menacer, Alan. Suzy, c'est son type de circuit, c'est ce que je lui ai dit. Elle a dépassé les deux premiers et elle sait exactement où placer sa voiture. La voici en tête de la course. Elle doit réaliser un bon temps, car les qualifs décident de la place sur la grille pour les finales, où les points sont très importants. Et Suzy amorce le virage sur deux roues. La voiture jaune n'arrive pas à dépasser la grise. Une bonne position est importante à Swindon. Et qu'est-ce qui la détermine? Eh bien, ce sont les organisateurs qui décident. Le temps des qualifications ou les résultats obtenus au cours des éliminatoires ne jouent pas un rôle. Chaque pilote se voit attribuer une position sur la grille de départ. Cette procédure, en fait, vise à faire lutter les pilotes à armes égales. Un circuit comme celui-ci, où il est difficile de dépasser, peut parfois créer des surprises. Ça n'enlève d'ailleurs rien au mérite de Suzy. Elle conduit bien. Et derrière elle, la lutte est serrée. On est dans le dernier tour. Suzy est encore et toujours en tête. Elle est pourchassée par Beaumont alors qu'il se dirige vers le drapeau à damier. Suzy est le vainqueur. Suzy gagne cette course. Quel finish! Yeah, I think basically practice makes perfect, and coming into the sport as a novice driver, it's been quite hard work. But I think really once you're out there and you're getting stuck in, everything, you know, experience counts for a lot, and I think basically having had sort of 6 months at it now, it's coming together a lot more. So I think it's basically practice making perfect, and of course getting used to the car and getting everything right at the end of the day. Now the championship winner, the challenge winner, Ian Evans, isn't with us today. He's running in the Formula C. Does that mean that we might see Suzy B on the checkered rostrum? Well, I hope so. I'll certainly be giving it a good go, and 100% as they say. Barry McGuigan, l'ancien champion de boxe, court désormais aussi. Il a opté pour une Nova. Il veut réussir un grand coup à Mondello. Nous roulons avec Barry dans le Exchange Units Nova Challenge. Voilà l'ancien champion de boxe Barry McGuigan qui prend la tête. Barry en tête, Steve est deuxième, Jim est troisième et Paul quatrième. Et c'est encore toujours Barry McGuigan en première position. En image de numéro 141, c'est Jeff Wright de Darlington. Barry en tête, il est sur le point de terminer son premier tour. Steve est deuxième.
Barry amorce un virage et sa voiture culbute. Mon Dieu, quelle secouade, les caméras fonctionnent encore. Et quel triste spectacle de voir la voiture de McGuigan dans cet état. After the first lap, or coming into the second lap on the fastest part of the stage, coming down the tarmac onto a very fast right-hander, and I turned in 3/4 of a car length in front of Steve Easton. At that stage, it was more than that. Steve just left his braking too late, made contact with me on the back right corner of the car, and that was enough to put me over. We were doing 85, 90 miles an hour. I went up on the front left wheel, looked in the mirror when I should have been straightening the wheel out, and I was over and it was gone. Very unfortunate, but we've got a new car, new shell, and new engine, and we're looking forward to the day. I've been out on the circuit. It's a very fast circuit, and it's been a bit wet this morning. It's drying out now, of course, but it means that it's going to be very fast racing today, very close racing. These cars are very evenly matched, and it's going to be exciting. I'm looking forward to it, and I'm going to win soon. Nous roulons avec Barry. Steve Easton est deuxième devant Rob Coates. C'est une véritable lutte entre ces deux pilotes-là. Sur deux roues, là, vers la partie dure, dépassant Sanson. Barry prend l'extérieur, permettant aux autres de réduire l'écart. Quoi qu'il en soit, c'est McGuigan, le vainqueur de cet éliminatoire. Et il réalise un temps de 3:19:08. La seconde éliminatoire, le débutant Bert Greenway est très bien parti. Il mène devant Steve Lewis, un autre débutant. Et puis regardez cette voiture pilotée par Phil Long, encore un débutant. Sa voiture culbute et il est assez secoué. Un autre éliminatoire, Nick Jones est en tête et voici Paul Conney, rentrant dans le mur de pneus. Fixez bien le haut de votre écran. Clive Cheek, un autre débutant, fait des tonneaux spectaculaires. Pas moins de 8 voitures ont culbuté et les Nova nous offrent du spectacle. Une série similaire pour les Peugeot 205 GTI est organisée en France. Et Rob Gale gare sa voiture sans dessus-dessous. Vu le nombre d'incidents, il est surprenant qu'il y ait encore assez de voitures pour disputer la finale. Ah oui, il n'est pas très content. Rob Coates, prêt à prendre le départ de la Nova Challenge finale. Rob, qui mène le challenge, n'a pas encore gagné de course. Il prétend gagner cet après-midi lors du Techni Round T-Bags. Bert Greenway fera tout pour l'en empêcher. Un petit sourire sur le visage de Bert Greenway, qui a déjà gagné 2 finales A dans cette catégorie. Voyons ce qui va se passer. Nous roulons avec Barry McGuigan. Barry a très bien roulé lors des qualifications. Il était très très rapide. Le feu passe au vert et ils sont tous bien partis. Et c'est Greenway qui prend la tête, tandis que Rob Coates est deuxième. Steve Estern est quatrième, tandis que la première Thomas est troisième. Ah, je crois que c'est Nick Jones, vous voyez comme les Nova Souti. Ah, un léger accrochage là. Et entre Paul et Barry McGuigan. Ah, voici Barry qui a légèrement touché Paul. Barry sort de la route et roule sur l'herbe pour le moment. Les autres continuent de foncer. Voyons comment va réagir Barry. Entre-temps, Rob Coates tient Bert Greenway derrière lui. Voilà ceci qui a bien roulé lors des qualifications. Barry qui attaque. Barry McGuigan s'approche de Cook qui sort de la route. Jim doit laisser passer Barry et nous voyons la voiture de Crockett. Mais c'est Bert Greenway qui est en tête de la course et Rob Coates est deuxième. Troisième maintenant est Nick Jones. Quatrième Paul Conney. Paul qui roule avec un nouveau moteur. Et David Crockett, le volant à gauche. 2 Irlandais donc. Car derrière lui roule Barry McGuigan.
Barry négocie la chicane, il dépasse par l'intérieur, il veut attaquer Vasile Thomas par l'extérieur. Il sort de la route. Oh, oh, oh mon Dieu, je crois que sa voiture a culbuté. Oh, McGuigan n'en revient pas. Alors voyons, on ralentit. Oh no, please! Oh no, please! Oh shit! You alright, mate? I'm fine. Yeah. Can you get out where you are, mate? On voit Paul Connet dans sa voiture jaune amorçant Sanson à la poursuite de Rob Coates. En haut de l'écran, vous voyez Barry McGuigan amorçant Sanson. Il perd le contrôle de sa voiture et rentre droit dans les pneus sans lesquels il aurait pu continuer. Mais sa voiture culbute. Oui. Ah, il est fou de rage. Il roulait si bien et était en pleine forme après son tonneau à Mondello. Et Suzy Brailsford, sur 2 roues dans le Devil's Elbow. Mais c'est Derek Lightford qui allait faire le plus beau tonneau. Et l'endroit, Liden. Et c'est sur 2 roues, sur les bosses, et c'est le tonneau. Ah, nous voyons l'incident au ralenti. Il fait plusieurs tonneaux pour finalement atterrir entre les pneus. Les divisions européennes diffèrent sur quelques points. La division européenne 2 ressemble à la Formule A britannique. Des voitures telles que la Metro GR de Will Gollop. En division 1, que les voitures du groupe A sans traction à 4 roues. Ceci est une Strainler Astra 16V, avec traction avant. Souffrant des mêmes problèmes que Tony Bardi en Angleterre. La voiture la plus performante en division 1 est la Ford Sierra. Et nous roulons ici avec Trevor Reeves, le seul Anglais à avoir régulièrement roulé en cette classe. En 1989, il termina 3e. Well, the Group A cars are basically production based. You're not allowed to change the shell around too much. It's quite free in terms of engine, especially if you've got a turbocharger like the RS500 is. And the suspension is basically the same geometry and everything that you have on the standard car. So you are relatively limited, although having said that, they do turn out to be quite expensive. Le maître incontesté de la division 1 est le Suédois Kenneth Hansen. Il conduit une Cosworth qui développe 500 chevaux. Il a gagné les 3 derniers championnats et une des finales, qu'il n'a pas gagnée en 1991, est celle d'Autriche. Et Kenneth Hansen en première position. Skogstad tente l'extérieur, une lutte pour la 2e place. Kenny Hansen a quelques problèmes et c'est la BMW qui a pris la tête de la course. Mais derrière elle, un accrochage entre Jernberg et Skogstad. Voici Jernberg qui va aller s'expliquer avec Skogstad.
Parfois, les coureurs forment des équipes nationales. En 1990, la International Cup fut tenue à Croft, avec la Norvège comme favori. Trevor Reeves étant le seul à courir en Division 1. L'Angleterre comptait sur les supercars de Division 2. Lors de cette course, la lutte entre John Welsh et Terry Ski fut serrée. Mais ça n'a pas affecté le moral de John Welsh qui, avec son Astra, essaie ici de dépasser Terry Ski par l'extérieur. Cela permet à Sterkus, troisième, de s'approcher. Ski domine la course. Si John arrivait à dépasser Ski, il pourrait creuser un écart décisif. Welsh court sur une 4x4 à turbocompresseur et c'est vraiment une voiture unique avec du potentiel. Et l'équipe de John sait parfaitement comment conduire cette voiture. Ils ont eu quelques problèmes, mais tout est rentré dans l'ordre. John Welsh, un vrai pro, ne laisse pas prendre les problèmes le dessus. Il défend les couleurs anglaises et tente de dépasser Terry Ski, champion de Norvège en 1990 et quatrième au championnat d'Europe. Ski prend la ligne extérieure et Ron tente l'intérieur. C'est ici que Welsh pourrait bien prendre la tête de la course. L'un à côté de l'autre, Terry prend le dessus et ferme la porte. John le met fortement sous pression et John essaye de marquer 9 points dans cette dernière éliminatoire avant de passer au final. Ski en fait de même pour la Norvège. Ski creuse l'écart et mène maintenant avec 3 longueurs de voiture d'avance. Terry Ski conduit une Peugeot à turbocompresseur. La T16 Evolution doit parfois ralentir. Welsh essayant de dépasser. Il prend l'extérieur, il a vraiment un style de conduite fabuleux. John est un peu trop rapide là, et c'est Terry qui reprend la tête. John essaye à nouveau de dépasser, mais Ski l'en empêche. On va peut-être revoir les images au ralenti, voilà. Ah, John prend l'intérieur, c'est une très très belle manœuvre. Il a un peu trop de puissance et John doit laisser passer Terry. Et Terry en première position, seulement pour quelques instants. Ski a des problèmes et John Welsh dépasse dans le dernier tour. Il veut à tout prix gagner. C'est une très 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 belle course. John Welsh prend sa revanche pour l'incident de hier après-midi. Son action fait preuve de volonté et de professionnalisme. 9 points pour l'Angleterre. Quelle qualification! It's nice because the whole year you're fighting like a lone wolf and all of a sudden you belong to a team of 6 members. So obviously you have to forget everything that's been on before because now you have to go and look and take care and give advices to everyone. So it's a totally different kettle of fish. Concentrons-nous maintenant sur l'avant-dernière course. La Norvège semblait certaine de garder la coupe. Et l'Angleterre était deuxième, suivie de la Suède et de la Belgique. Pour pouvoir encore gagner la coupe, Welsh devait battre Schänz. On voit ici John Welsh qui pourchasse Martin Schänz. Il n'est pas encore assez près, peut-être maintenant. Il roule presque en dérapant. Ensemble, ils amorcent le virage. Quelle performance de John Welsh. John suit une ligne assez droite en roulant presque sur les bosses. Il le pourchasse avec acharnement jusqu'au drapeau à damier. Et Martin Schänz est toujours en tête. Quelle course passionnante. Martin gagne la course, et non sans difficulté. Et Welsh termine deuxième avec brio. Les Norvégiens commencent immédiatement à fêter la victoire. Bien que le pays n'ait pas d'histoire de sport automobile. Le rallycross est très populaire en Norvège. Le seul pays où le rallycross fait la une des journaux. Laissons les Norvégiens à leur fête et découvrons les sensations qu'éprouve un pilote de rallycross.
On en met sur les caméras, Will Gollop, Steve Palmer et bien d'autres. Et nous montons à bord. Attachez vos ceintures. Les 6 premiers de la division 1 sont présents ici à Mondello, la finale A. Coates s'élance de la pole position et fait un bon départ. Kenneth Hansen est maintenant 2e. Hagström, parti du fond de la grille, est déjà 4e. Mais c'est Björn Skogstad qui est en première position. Ils sont 6 à livrer une lutte acharnée pour cette position. Et Kenneth Hansen essaie de prendre la tête, mais regardez Hans Smed, il donne sa BMW presque des ailes. Il ne se lâche pas d'une semelle. Uranli tente de dépasser, part à l'intérieur. Regardez sa voiture. On dirait une occasion, il roule maintenant en 4e position. Hagström serre les rangs, entre-temps la lutte continue. Skogstad, Kenneth Hansen, Hans Smed, Urlani et Jernberg. Hagström est dernier. Et regardez Björn négocier la chicane. Hansen est 2e. Ensuite, on a Hans Smed. Uranli tente de le suivre. Il est 4e. Et Jernberg suit d'assez près. Et la fin du 2e tour. Et les 5 premières voitures restent groupées. Skogstad encore est toujours en tête. Hans Smed doit céder un peu de terrain. Ensuite, on a Uranli et Jernberg. Les 5 vont amorcer le virage. Skogstad toujours en tête, suivi de très près par Hansen, le champion en titre. Les 2 premiers ont un peu d'avance sur Hans Smed. Uranli, 4e, est pourchassé par Hansen. Hansen tente l'intérieur, mais Skogstad part l'attaque. Alors récapitulons. Skogstad en tête, ensuite Hansen, Hans Smed et Uranli. Jernberg est 5e. Les 5 pilotes ne lâchent pas prise. Skogstad est toujours devant Hansen. Ensuite, on a Hans Smed, Uranli et Jernberg. Uranli place une attaque, il ne se lâche pas d'une semelle et Hans Smed maintenant est 4e. Uranli est 3e. Hansen pourchasse toujours et encore Skogstad. Skogstad mène la course. Uranli qui passe. Uranli est sur le point de se mesurer avec les 2 premiers pilotes. On dirait qu'ils sont inséparables. Hans Smed et Jernberg suivent. Hansen n'arrive pas à dépasser Björn Skogstad. Les 5 premiers ne se lâchent pas d'une semelle. Oh, c'est impressionnant. Uranli roule la course de sa vie. Il tente l'intérieur. Quelle lutte entre ces 2 pilotes devancés par Skogstad. Ensuite, on a Hansen et Uranli, Jernberg qui est en 4e position. Hans Smed a maintenant perdu une place et il est 5e. Quelle course, très certainement la meilleure finale à cette année du championnat d'Europe grâce à nos caméras. Voyons maintenant comment Skogstad se fait dépasser par Hansen. Hansen est en tête, Skogstad n'est plus que 4e. Le dernier tour, Skogstad encore toujours en 4e position. Hansen est en tête et Uranli, à la surprise générale, est 2e. Il ne peut plus dépasser Hansen et Jernberg est 3e. Voilà le drapeau à damier. Hansen gagne et Jernberg est 2e. Jernberg termine second. Ah, quel talent ce Jernberg!
Oranley termine 3e, c'est une jolie course. Et c'est ainsi que Hansen obtint son 3e titre de champion d'Europe. Mais ce n'est pas toujours cette ambiance-là qui règne en Division 1. Voici José Borges. Aujourd'hui, il conduit une Citroën portant les couleurs de Panic. Elle est encore en parfait état pour le moment. José trouve la vie excitante et amorce le virage sur 2 roues. Les autres pilotes, par contre, n'apprécient pas cette action. Voilà qu'il perd une partie de son côté avant gauche. Ici, il décide à nouveau de suivre l'intérieur de la ligne. José ne se laisse pas abattre. Et puis devinez vers qui tous les yeux sont rivés ici. Eh bien, c'est très juste, vers notre vieux copain José. Je me demande si son goûter y est pour quelque chose à lui. Il ne panique toujours pas. Les mécaniciens ne s'ennuieront pas ces prochains jours, mais le public aime José, qu'il court ou non. Une tour d'honneur pour les dames. Et malgré son apparence d'occasion, la Citroën peut encore rugir. Voici les voitures pour la finale C. Une voiture semble manquer à l'appel. Eh oui, c'est bien celle de notre bon vieux copain José, qu'on pourrait surnommer désormais José je passe ou je casse. Et la toute nouvelle voiture a beau être bonne à mettre à la ferraille, la combinaison de notre ami José est aussi blanche que le jour de ses osades. Et la foule l'applaudit là des 2 mains. Et qui oserait prétendre que cette voiture est une voiture toute neuve? On comprend pas très bien ce qu'il dit, mais on peut déduire l'explication suivante. C'était comme ça, il y avait cette crevasse et je pouvais rien faire. Le championnat d'Europe 1991 de Division 2 fut dominé par Martin Schanch et Will Gollop, 2 as parmi les meilleurs. Martin avait gagné les 3 premières manches, Will celle en France, en Irlande et en Suède. 3 partout à la veille de Maasmechelen en Belgique. Il n'y a Dieu que pour ces 2 pilotes. Schanch est en tête. Pour le moment, il semble avoir une petite avance sur Gollop. Steve Palmer est 3e, tandis que Kristoffersson est 4e. À ces 2-là, on comprend bien pourquoi ils mènent le championnat. Un côte à côte, il est difficile de dire qui est le meilleur. Schanch tient une grande forme et Gollop tente le tout pour le tout. Palmer est 3e, Tolom 4e et Christopher 5e. Rob Gibson est 6e dans une voiture assez abîmée. Mais il n'abandonne pas. Il paraît qu'il va arrêter de courir et ouvrir un bistrot. Pourquoi pas? À nouveau Schanch et Gollop. Suivi de Palmer et de Tolom. Christopherson est 5e. Ah, pauvre Rob Gibson. Le voir serrer les rangs. Schanch impressionne et mène avec une certaine autorité. Il s'éloigne de Gollop, que Palmer approche de plus en plus. Mais Gollop regagne du terrain. Impossible de dire qui va gagner. Et Schanch n'a pas le droit à l'erreur s'il veut gagner cette course. Schanch mène pour le moment, suivi de Gollop et de Palmer. La foule se lève. Des crochets ne feront pas l'affaire. Au passage, on peut voir l'huile sortir de la métro de Gollop. Gollop, l'homme de Canterbury au volant d'une GTEC préparée. Il choisit l'intérieur. Schanch peut-il parer l'attaque? Ah, c'est une très belle tentative de Gollop. Schanch est toujours en tête, mais Gollop le suit comme son ombre. Ceci est le championnat d'Europe et les enjeux sont considérables. Même Palmer va à fond et il peut très bien terminer sur le podium. Gollop se place à côté de Schanch, mais il a pris la mauvaise ligne. Schanch reprend un peu de distance, Palmer réussit à réduire l'écart. Gollop touche à nouveau l'arrière de la voiture de Schanch. Gollop place sa voiture à côté de celle de Schanch. Est-ce qu'il va dépasser? C'est très étroit et Schanch doit céder. Schanch touche Gollop et finit dans un banc de sable.
Ah, Martin Chanche aura certainement quelques mots à lui dire. Golop en profite entre-temps pour creuser l'écart. Il continue de rouler comme si de rien ne s'était passé. Golop, acclamé par la foule, est en tête et Palmer à deuxième. Tolm roule en troisième position et Rob Gibson est quatrième. Et voilà le drapeau à damier pour Golop. Il gagne la 7e manche du championnat d'Europe. Le talentueux Rob Gibson n'eut vraiment pas de chance en 1991. We started in Portugal, the first European event, and Mark Varek, the big Audi, hit me straight in the side and come through the passenger window. We had to come back to England, have a quick repair. It took us approximately a week. In Austria, straight off the line on the first left-hand corner, Christopherson pushed me into the tyre walls, which was a big concrete block in the middle of it. And we launched off that. It shoved the car back approximately 6 inches, but we launched off that, ran it straight up in the air and took every corner of the car off. After that, we had a quick rebuild. We straightened the shell as best we could and went on to the next European. But another bad one in Ireland, we come off the start line. The first right-hand bend there, which is a bit of a blind one, I was behind Martin. We took the corner directly behind Martin, and Christopherson was out of control. His throttle stuck wide open. He come straight into the side of me at full bore sort of thing. That was the European season done, which was quite a bad one for me, but we did well in the end. We come 5th. And then we went to a Masters event middle of the season in Switzerland. It was quite a good event, good track. But coming round to the start-finish line, we got a bit too much power on, made a mistake, and we hit the Armco pretty hard. And what made it worse, all the Armco fell apart, and we got entangled in it, which took the side of the car out. The old shell after the 91 European ended, we had to rebuild it. Well, we had a new shell ready to rebuild, and that's what we've been doing over the winter months. We put a new shell on, we've done a lot of modifications to the engine, suspension. There's been 3 of us on it for a constant 6 weeks, but it's taken us about 3 months on and off. That's with me doing the engine and the mechanics and painter doing the bodywork, so it's taken us roughly 3 months of hard work. Après la manche belge, Change fortifia sa position, en terminant premier avec sa RS 200 aux Pays-Bas et en Norvège. L'avant-dernière manche eut lieu à Leiden, que Will connaît bien. Will devait à tout prix gagner pour pouvoir encore prétendre au titre. Change est bien parti, tandis que Golop rate complètement son départ. Will doit à tout prix gagner ici pour pouvoir encore prétendre au titre. Une lutte pour la seconde place et Will choisit l'extérieur, le contact. Ah, Golop et Baker s'accrochent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La voiture de Golop prend feu et les commissaires de course aident Will à sortir de sa voiture. Ah, mon Dieu, personne n'aurait souhaité une fin pareille. Hein. La voiture de Will Golop, voilà le docteur Baignan qui arrive. Il est très très vite sur place. C'est une tragédie pour Will Golop. Même Martin Chanche n'aurait pas voulu une fin pareille. Et voilà ce qui reste de la Métro 6R4. Heureusement que Will puisse encore monter lui-même dans l'ambulance et que Gary Baker ait eu plus de peur que de mal. Sa RS 200 est également très très abîmée. On voit ici que Will essaie de dépasser Pat Durant par l'extérieur et Pat dérape et Will fonce droit dans le mur de pneus. Cet accident est presque identique à celui de Hans Tepaz. Barry Baker percute la voiture et c'est là qu'elle prend feu. Le triple accident, d'abord le mur, ensuite Gary et puis finalement le feu. Ici on voit l'accident sous un autre angle. Pas de défense à seconde place. Will choisit l'extérieur, il roule maintenant sur le tarmac.
Eh, Pat aurait mieux fait de rouler sur la bosse. Ce qui lui aurait évité en fait de déraper et de percuter Will Gollop. Alors on voit Will percuter sur le mur de pneus, juste à un endroit qui ne ralentit pas la voiture et n'empêche même pas de rebondir sur la route. Rob Gibson l'a évité de justesse. Et Gary avec sa RS200, bon pour la Ferrari. Nous voici au moment du second départ. Bien que Change soit en tête, il ne veut pas gagner de cette façon. Il est néanmoins en tête, mais il rate un peu son virage. Change fait une sortie de route et est maintenant 3e. Rob Gibson tente de prendre la tête. C'est la première fois que Pat Durand mène une course, comptons sur le championnat d'Europe. Mais Change contre-attaque. Le championnat peut malgré tout s'avérer encore très intéressant. Et si Martin ne gagne pas ici, les mécaniciens de la GTEC essayeront de la réparer pour Hambourg. Martin est entre-temps 3e. Et pour le moment, Durand rend service à Gollop, tout comme Gibson d'ailleurs. Et voilà les deux premiers qui passent. Monsieur Rallycross Steve Palmer roule en 4e position. Steve Palmer suit bien. Mais c'est encore et toujours Pat Durand, puis Rob Gibson. Martin toujours 3e, Steve est 4e, il fonce droit vers la colline et change à l'intérieur tentant de s'approprier la seconde place. Oui, il le dépasse et Gibson suit la ligne extérieure. Steve Palmer en profite pour gagner une place et est maintenant 3e. Steve 3e côté participation à cet événement. Il y avait 5 Anglais et un Norvégien qui est encore et toujours en course. Jamais l'Angleterre a dominé de telle façon la division 2 du championnat d'Europe. Voilà justement l'Anglais, Pat Durand, ancien pilote de rallye, qui adore faire du rallycross. La lutte est serrée et c'est Martin Change qui a pris la tête. Il conduit avec beaucoup de style. Et c'est la SAC de Martin Change qui mène, suivi de très près par les autres. Martin Change sur le point d'être sacré champion d'Europe. Champion d'Europe pour la 5e fois, à un souffle de sa 50e victoire. Change ayant presque en poche 50 victoires en rallycross et 5 titres européens. Précisons bien sûr que c'est également un triomphe pour la RS200. On en a vu beaucoup ici ce week-end. Certaines d'entre elles d'ailleurs ont même fait des spectaculaires tonneaux. Mais cette victoire-ci sera la plus importante pour la RS200. Et voilà Martin Change avec sa RS200. Une version très développée à laquelle il a longtemps travaillé. Il est en tête et Pat Durand peut offrir la RS200 le doublé. Derrière lui, les 6 R4 de Steve Palmer et de Rob Gibson. Voilà qu'ils arrivent et c'est Martin Change qui gagne. Martin Change, champion d'Europe, sa 50e victoire, pourchassé tout au long de la course par la crème des pilotes anglais. Okay, it's my 50th win, but still, I don't feel as happy as I should have felt. But it'll take a few hours before it sinks in, and Will has given me a hell of a race all year long, so I hope that he can get his car ready for Germany, if he feels like, and if not, I'm pretty much convinced that we'll meet each other for next year and we'll have the dogfights going on again.